parce qu'en plus notre médecin nous avait bien préparé dans la machine, nous avait dit bon, voilà, le gars, si vous le trouvez, il va être hypotherme et en fait l'hypothermie peut le sauver, il va tomber en arrêt, le froid va conserver son cœur. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai mis ma Gore-Tex, je suis descendu, je lui ai mis une sangle autour de lui et puis ils m'ont remonté avec le treuil et le gars il sortait en arrêt cardiaque. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eh ben écoute, c'est parti. Bienvenue Olivier au micro des Frappés. Je suis super content de te recevoir sur le podcast pour parler de plein de choses, mais principalement de haute montagne, de secours, de secourisme, d'escalade et de très certainement plein d'autres choses. Mais voilà, ravi que tu sois parmi nous. Bienvenue Olivier. Bah merci, c'est une belle expérience. Ça va être cool. Une première. Ouais, une bonne première. Ouais. Après enchaîner les premières en escalade, bah écoute, voilà, ce sera une première podcastique pour toi. Exact. Olivier, merci beaucoup de prendre du temps, je crois, sur tes congés. J'imagine que vu ton activité, ça doit être assez compliqué en temps normal entre les astreintes, les urgences de dernière minute, etc., de trouver des créneaux. Donc vraiment, merci beaucoup pour ton temps une fois de plus. On avait déjà eu le plaisir sur le podcast de recevoir un collègue / copain à toi, je crois, Frédéric Souchon du PGHM de Chamonix. La dernière fois qu'on avait fait une opération en com avec Simalp, donc on avait pas mal parlé évidemment de son parcours, mais aussi de manière générale du secours et secourisme en montagne, des équipages du PGHM, des hélicos, etc. C'était absolument passionnant. Donc on va pouvoir rééchanger sur ces sujets-là avec toi. Mais avant ça, je serais assez curieux que tu nous expliques un petit peu dans les grandes lignes, tu vois, quel a été ton parcours jusqu'à présent. Est-ce que aujourd'hui, clairement, tu baignes dans un univers montagne, c'est ton taf, ta passion, ton plaisir. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça a été ton enfance aussi? Comment t'es tombé là-dedans? Enfin voilà, un petit peu dans les grandes lignes, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors c'était pas du tout mon univers à la base. En fait, moi, pour remettre un peu mon historique, je suis originaire de la Mayenne. Du coup, la Mayenne, c'est proche de la Bretagne, à l'ouest de la France, et plus précisément à Laval, entre Rennes et Le Mans. Du coup, j'ai passé toute mon enfance là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et après avoir réussi le bac, je suis rentré directement en gendarmerie. Ça, c'était toujours mon rêve de rentrer en gendarmerie, mais pas du tout, pas pour être au secours en montagne. À la base, c'était pour être au GIGN. Ok, excellent. Vraiment un rêve de gosse, un peu classique, on va dire. Avec de la famille, et ce rêve de gosse, il venait d'où? T'avais des parents de la famille? Non, pas du tout. Non, je suis le premier gendarme de la famille. Okay. Donc non, c'est à force de vouloir faire le policier et le brigand, tu vois. Je voulais faire gendarme. Et voilà. Et par contre, je grimpe depuis que je suis petit, quoi, depuis peut-être la 6e. Donc voilà, j'ai fait quelques compètes sans vraiment faire de bons résultats. En fait, j'avais du potentiel, mais en finale, je craquais tout le temps et du coup, je me retrouvais toujours au dernier des finales. Si j'avais eu une prépa mentale, peut-être ça aurait été mieux avant, tu vois. Mais du coup, ouais, je suis un pur grimpeur de salle, quoi. Et à 18 ans, quand je suis rentré en gendarmerie, je suis allé à l'école et je suis sorti et je suis allé au-dessus de Paris. Ma première mutation, elle était au-dessus de Paris. Du coup, j'ai arrêté les compétitions parce que j'avais le taf. Et par contre, je continuais à grimper en salle. Du coup, dans les salles à Paris, en faisant du bloc. Et pendant ces 2 ans, je suis resté 2 ans en gendarme adjoint volontaire. Et pendant ces 2 ans, j'ai rejoint un été des amis qui étaient dans les Alpes, dans les Aravis, et ils m'ont fait découvrir la Grande Voie. Et là, c'était le déclic, quoi. Il y a vraiment eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est génial. Je savais même pas que ça existait, les grandes voies, tu vois.
Les grandes voies, c'est pour expliquer, c'est enchaîner les longueurs sur une falaise de 100 mètres, tu vois. Et c'était génial. J'ai découvert ça et je me suis dit, bah, franchement, c'est ce que je veux faire. Et du coup, pour allier ma passion et la gendarmerie, il y avait le PGHM. Sauf que le souci, c'était que moi, j'avais un problème d'épaule. Je peux pas lever mon épaule gauche au maximum. J'ai un petit handicap entre guillemets, mais qui m'handicape pas du tout dans la vie de tous les jours. Mais en gendarmerie, ils sont très pointilleux sur le CJCOP. Le CJCOP, c'est qu'il faut que tu sois un partout, les membres supérieurs, inférieurs, dans la tête et tout. Et du coup, il m'avait mis S2, supérieur 2. Sauf que pour le PGHM, pour toutes les unités élitroyables, il faut être S1. Et du coup, ça posait souci. Et ça, je le savais pas encore. Et en fait, quand j'ai repassé le concours gendarmerie pour être sous-officier, gendarme de carrière, et ben là, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin stagiaire. Et du coup, il m'a fait faire des tractions. Il a vu qu'il n'y avait pas de souci. Il allait voir son supérieur. Il est revenu. Il m'a dit, bah c'est bon, je te mets S1. Du coup, bah là, changement radical de carrière en gros, même s'il venait juste de commencer. Mais du coup, j'ai pu m'orienter vers la montagne. Et à partir de là, bah j'ai été affecté par chance à Pontcharrat, entre Grenoble et Chambéry, dans une unité, un escadron montagne. C'est les gendarmes qui font les manifestations, les gendarmes mobiles, ceux qui sont dans les manifestations, grossièrement. Ok. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et ça m'a permis de vraiment prendre toute l'expérience en montagne, parce que j'ai passé tous les stages internes gendarmerie montagne, et puis tous les week-ends, tout mon temps libre, bah, j'apprenais à faire de l'alpi, à skier, parce que le ski, j'ai pas vraiment skié. Quand j'étais jeune, on avait une maison en Auvergne. Du coup, mes parents ils m'ont un peu fait skier à Noël, sur 2-3 Noël, mais sinon je savais pas skier. Et du coup, j'ai tout appris sur le tas. Et en 2 ans, j'ai réussi à me former. Et en plus, j'étais célibataire, et du coup, ça vraiment, c'était vraiment bénéfique, parce que en fait, tout mon temps, je le consacrais à la montagne, quoi. Eh oui. Et c'est vraiment la montagne, c'est vraiment une passion qui te demande beaucoup de temps, et il faut s'investir vraiment, quoi. Voilà. Du coup, bah en 2 ans, après être rentré en gendarmerie officiellement sous carrière, et ben je suis rentré. Comment dire? Bah, j'ai passé les tests de PGHM que j'ai réussi, et ensuite je suis rentré en spécialité. Et une fois que je suis rentré en spécialité, je suis devenu guide de haute montagne en passant le probatoire. Excellent. Voilà. Parce que PGHM guide, tous les gendarmes du PGHM sont forcément guides ou Non. En fait, quand tu vas quand tu rentres en PGHM, c'est un peu un contrat moral de ensuite te présenter au guide de haute montagne. D'accord. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est bien vu. Et en fait, guide, le fait, ils veulent pas forcément que tu sois guide de haute montagne, mais ils veulent vraiment que tu fasses l'effort. Et en fait, le guide de haute montagne, c'est un gage de sécurité, d'expérience. Ça te montre que tu as vraiment de l'expérience en montagne, et du coup, en secours, tu as une analyse meilleure du terrain, tu vois. Ouais. Alors, petite question sur ce point en particulier, parce que j'avais fait. J'ai eu une période de quelques années où j'étais entre 2 jobs, je tentais des boîtes, etc. Et dans mes projets, il y avait devenir AMM, accompagnateur en moyenne montagne. Ouais. Et du coup, j'avais fait quelques stages de prépa, notamment pour l'orientation. Oui. Et sur un de ces stages de prépa, avec une boîte qui s'appelle Arvik, d'ailleurs, génial, et qui ont quelques personnes qui sont maintenant ambassadeurs CIMAL, enfin en tout cas Fleury, qu'il est. Ouais. Pour info, voilà, fin de la parenthèse. Mais bon, bref, et il y avait un gars qui était là, qui préparait des courses pour devenir guide de haute montagne. Donc vraiment absolument rien à voir en termes de niveau. Mais il était de mémoire argentin ou chilien, je sais plus, il n'était pas français, et il nous expliquait que en fait les courses guides de haute montagne et même AMM, relativement à ce qui se fait dans d'autres pays, dans les 2 cas, en fait, le niveau, l'exigence, la technicité, l'engagement, etc., sont largement supérieurs à ce qui se fait. Alors lui, il connaissait l'Amérique du Sud, mais aussi visiblement l'Espagne, le Royaume-Uni. Il avait l'air de dire que vraiment, le guide en particulier, les courses étaient ultra engagées, et qu'une fois que tu es guide, en fait, c'est reconnu non seulement en France, comme tu viens de le dire,
mais qu'en fait, c'est globalement reconnu mondialement et qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui sont du niveau de ce qu'on attend pour guide de haute montagne. Alors, je ne sais pas si c'est ta vision des choses, en tout cas en France, hors de France, mais je serais assez curieux de savoir ce que tu en penses. Ouais. Engagé, peut-être qu'avant c'était vraiment le cas. Après maintenant ils essaient vraiment parce qu'il y a eu pas mal d'accidents quand même, que ce soit quand tu prépares ta course, il y a forcément des cartons, ou même pendant les formations il y en a eu mortels, tu vois. Ouais. Du coup ils essaient vraiment d'arrêter cette notion d'engagement, et ils sont vraiment plus dans la pédagogie et d'avoir vraiment de faire un truc évolutif, on va dire. Mais par contre, ils sont quand même exigeants dans leur liste de courses. Elle est très il y a un gros panel, quoi. Tu vas de l'escalade, de la glace, du ski. Là, ils l'ont modifié. Il y a des courses où ils incitent à aller faire des 4000. Ah tu oui. vois, des courses qui terminent au-dessus de 4000 mètres. Donc elles sont très précises, mais pas forcément engagées. Ok. Et après, la MM, je sais que la MM, c'est vraiment une formation très difficile à avoir, parce que l'épreuve d'orientation est très pointue, et il faut être vraiment calé dessus, quoi. Ouais, elle est devenue. Puis ils ont durci un peu le truc. Il y a différentes sections. En tout cas, l'année où je l'ai passé, il y a 2 ans, t'as 3 sections maintenant. T'as une section orientation pure qui est un peu hardcore, une section vitesse, en fait, qui est plus du trail qu'autre chose. Donc ouais, en fait, t'as différents formats dans la partie orientation. Mais c'est assez cool. Mais ok, donc peut-être moins la notion d'engagement qui a été revue, mais en tout cas, grosse variété dans le type de course qu'ils demandent. Oui, bah tu vois, parce que quand tu fais ta formation de guide, t'as la liste du probatoire. Déjà, ils veulent pas que il y a une première notion de non-engagement, parce que pour moi, dans ma tête, je me dis, en fait, cette liste, tu dois la faire au moins avec 3 ans, en 3 ans. Pas moins. Parce que tu sais, quand t'es jeune, on y est tous, quand tu te lances dans la liste, tu fais que de la montagne pour cocher ta liste, tu vois. Ouais. À chaque fois que tu sors en montagne, c'est pour cocher ta liste. Et du coup, la plupart des gens, ils la font en un an, tu vois. Bah, quand t'es à fond dedans, quand t'as que ça à faire, tu la fais très rapidement. Mais eux, si tu la fais pas avec au moins 3 ans, le critère de 3 ans, au moins ça prouve que en 3 ans, tu as eu le temps d'évoluer ta pratique et d'acquérir une bonne expérience, tu vois. Et du coup, normalement, de moins engagé Okay. au fur et à Oui. mesure. Alors, peut-être pour rentrer un tout petit peu dans les détails, s'il y a des gens qui sont pas familiers du processus, et tu me dis si je dis n'importe quoi, Olivier, et puis après tu compléteras. La probatoire, en fait, pour avoir le droit de présenter l'examen, pour commencer le cursus de guide, tu dois réaliser ce qu'on appelle la liste du probatoire, c'est-à-dire une liste il y en a combien, 30, 40 courses? Ouais, je sais plus exactement le nombre. Plusieurs dizaines. Ah oui, Ouais. au moins 30. Et voilà, comme je disais, c'est des courses, c'est pas des courses comme de prendre des dossards et faire des courses en alpisme. Non, c'est des sorties en montagne, des sorties grande voie, des sorties courses d'arête, voilà, des sorties ski de rando, des sorties cascade de glace. Voilà, il y a tout ça, quoi. Et donc, il y a des itinéraires, je suppose, comme pour l'AMM, des itinéraires imposés où on vous donne une trace et il faut faire cette trace. Et puis d'autres, est-ce que c'est comme l'AMM où il y a d'autres, où tu peux avoir une partie des courses qui sont, tu dois avoir fait au moins, je sais pas, 8 heures de sortie, Alors 2000 de dénivelé? c'est pas en temps, c'est pas en temps. Il faut, alors en ski, oui, t'as les sorties où il faut faire au moins 1000 mètres de dénivelé, tu vois. Voilà. Et par contre, si t'as des difficultés en escalade, il faut que tu fasses une voie de 250 mètres en TD+, la cotation TD+. Et comme tu disais, t'as des voies qui sont imposées. Donc t'as toute une liste, en fait. Ils te proposent une liste de courses avec des exemples, et tu dois en faire 2 imposés. Et après, le reste, c'est des critères. Bah, la course que tu fais, faut qu'elle fasse tant de dénivelé avec une fourchette d'altitude, tu vois. Et après, t'as le choix. En fait, c'est un peu des courses orientées, mais en te laissant le choix. D'accord, ok. Voilà. Ok, et donc une fois que toi tu es affecté au PGHM, donc déjà, s'il y en a qui n'auraient pas écouté l'épisode avec Fred Souchon, qui sont pas trop familiers du PGHM, donc PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, donc c'est l'armée, vous êtes des militaires, c'est des unités qu'on retrouve dans
quasiment tous les massifs français. Oui. Ouais. Ouais. Et alors la spécificité de celui de Chamonix, déjà il est ultra connu, ultra réputé, ultra demandé, j'imagine en interne pour les gens qui sont amoureux de la montagne, gendarmes qui veulent travailler dans le secours et secourisme. Mais c'est aussi que je crois que c'est le seul massif français d'un point de vue secours qui est uniquement géré par le PGHM. Tous les autres, c'est un mix entre PGHM, pompiers, CRS. Enfin, ça varie un peu. Il y a des systèmes de rotation. Il me semble. Ouais, alors non, c'est pas le seul qui fonctionne avec l'exclusivité. Par contre, oui, en fait, chaque département, chaque région qui a un PGHM, en fait, il y a un plan de secours. C'est un document qui dit comment fonctionne le secours en montagne dans la région. Voilà. Et du coup, nous à Chamonix, vraiment dans le massif de Chamonix, et alentour quoi. Il y a que le PGHM de Chamonix qui fait le secours à cet endroit-là. Mais c'est vraiment compliqué parce que dans le reste du département, c'est partagé avec les pompiers et 2 hélicos, tu vois. C'est assez compliqué. Ok, ouais. Ouais, bon, on va pas rentrer plus dans le détail sur l'organisation du secours en France, mais voilà, en tout cas, point important à retenir, c'est que grosse réputation du PGHM de Chamonix. Je suppose que ça vient en partie du fait historiquement que Chamonix, c'est Chamonix. Pour la montagne, c'est quand même un peu la référence en France, en Europe, voire peut-être dans le monde. Et puis, je suppose aussi que c'est lié au volume de sortie. Ça doit être un des massifs sur lesquels il y a le plus d'interventions, j'imagine. Alors, il me semble que le PGHM qui fait le plus d'interventions, c'est le PGHM de La Réunion. Ah ouais, oui, ouais, ok. Non, alors nous on fait énormément, non, c'est pas ça. On fait énormément de secours en nombre. Par contre, par personnel, c'est le PGHM de La Réunion qui fait le plus de secours. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Mais oui, on a un très grand nombre d'interventions. Ouais. Ok. Ouais, en préparant l'épisode, je regardais, j'étais tombé sur un nombre qui me paraissait complètement fou. Je sais pas si c'était pas genre plus de 1000 interventions par an, quelque chose comme ça. Si, oui. Ouais, ce qui me semblait complètement. C'est quand même ouais, plus de 1200 interventions par an. Après, toutes les interventions, c'est pas forcément à chaque fois des grosses interventions. Oui. Il faut ça englobe vraiment tout, la randonnée, de l'alpinisme, du ski, des reconnaissances. Voilà, il y a plein de choses, des bloqués techniques. Ouais. C'est pas toujours des grosses interventions. Ouais. Ok. Ok, donc si on résume, enfance, pas forcément dans un milieu militaire ou en tout cas secourisme, etc. Ce qui t'amène vers le PGHM doucement mais sûrement, c'est d'abord l'escalade, puis le fait d'allier escalade, gendarmerie, la découverte de la grande voie. Donc là, tu passes de l'indoor à l'outdoor en gros. Ouais, d'un coup, ouais. D'un coup. Et pour concilier les deux, finalement, la voie royale qui est là devant toi, c'est le PGHM. Tu y es affecté, donc tu réussis l'examen et tu es affecté quand ? Alors, je suis affecté là, ça va faire 6 ans que je suis à Chamonix. Et en fait, ma première affectation, c'était dans les Pyrénées, à Oloron-Sainte-Marie, à côté de Pau. Et j'ai fait 1 an, après, j'ai fait une demande de rapprochement de conjoint, vu que ma femme, elle était à Chamonix. Elle a été acceptée, et du coup, maintenant, ça fait 6 ans qu'on est à Chamonix. Excellent. Ok. Très bien. Et donc, concrètement, si on rentre un peu dans le détail, ça se passe comment les équipages ? On va parler aussi d'escalade, mais oui, bien sûr. Mais voilà, je suis ultra curieux de comment fonctionne le secours en montagne, même si, encore une fois, on avait pas mal échangé avec Fred et puis avec Pascal Sancho à l'époque, mais lui, c'était plutôt côté CRS. Quand tu rejoins un PGHM, c'est quoi tes premières missions ? Est-ce que ça change en fonction du grade, de tes stages, de tes affinités, un mix de tout ça ? Ça se passe comment ? En fait, quand tu rentres, quand t'es affecté, t'as déjà les fondamentaux du secours en montagne, on va dire. Et du coup, tu peux déjà faire énormément de choses. Du coup, tu prends vraiment tu attaques direct, quoi. Tu prends l'hélico directement, ils te font ton premier vol et puis ensuite, tu prends tes permanences avec ton chef de caravane, ton supérieur. Donc, toi, t'es membre, en fait. Toi, t'es équipier. Quand on part dans la machine, on part avec le pilote, le mécano et forcément en binôme, 2 secouristes. Il y en a un qui est chef de caravane, le chef, et l'autre, il est équipier secouriste.
Et si le médecin il a besoin de venir pour la victime, et ben on est 5 avec le médecin. Ok. Voilà. Et du coup, bah tu attaques les secours directement, quoi. Ok. Et donc le pilote et le mécano, eux, c'est pas forcément des gens du PGHM, hein, c'est ça? Non. Ça, par contre, c'est une unité différente. C'est la SAG, la section aérienne gendarmerie. Eux, leur unité, en fait, c'est l'hélico, quoi. Nous, l'hélico, c'est pas PGHM. C'est vraiment deux unités différentes. Ok. Voilà, il y a le PGHM qui s'occupe du secours et il y a l'hélico qui a différentes missions. Ils n'ont pas que le secours en montagne. Ils font aussi des missions de police judiciaire. Ils ont plein de missions. Et en fait, c'est notre transport, quoi. Ok. Et le médecin, lui, par contre, il est PGHM ou pas nécessairement? Non plus. Non, plus. c'est des médecins urgentistes qui sont qualifiés montagne. Du coup, ils viennent prendre, en plus de leur permanence à l'hôpital, ils viennent prendre prendre des permanences à la DZ avec nous. Ça, c'est vraiment fou parce que Pascal Sanchot, justement, à l'époque, quand je l'avais reçu, j'avais lu son livre pour préparer l'épisode. Et en échangeant, là, avec, tu vois, ce que tu viens d'expliquer, avec Fred, c'était pareil. Et tu te rends vraiment compte, quand tu baignes pas dans l'univers, que tu le connais pas trop, en fait, quand tu commences à le découvrir, tu réalises à quel point c'est un univers de passion. Tu consacres ta vie, quoi. C'est vraiment, enfin, tu vois, des médecins qui prennent des permanences montagne en plus de leurs permanences ailleurs, c'est incroyable. Ah mais exactement. Moi je trouve ça vraiment fou parce que déjà que quand un médecin à l'hôpital, urgentiste, tu vois, ils ont un rythme vraiment très soutenu. Et en plus de ça, je dis pas qu'ils s'infligent ça, mais ils se rajoutent quand même de la montagne parce qu'ils doivent ils doivent sortir en montagne quand même. On leur demande qu'ils aient vraiment de l'expérience montagne pour pas en fait pour pas qu'en secours on doive les gérer tout le temps. Faut faut qu'on soit une équipe et qu'on n'ait pas à les gérer non plus derrière, quoi. Ouais. Donc il faut qu'ils aient un bon niveau, quoi. Et du coup, faut qu'ils sortent en montagne, plus leur permanence, c'est intense pour eux, quoi. Alors que nous c'est quand même notre quotidien, la montagne. On est tout le temps, on s'entraîne sur notre temps de travail, tu vois. Eux, ils vont pas s'entraîner forcément sur leur temps de travail. Ils s'entraînent sur leur temps de repos aussi, tu vois. Du coup, ça demande beaucoup de temps, quoi. Ouais, je trouve qu'on est ultra chanceux en France par rapport à ce point. Enfin, tout ce qui touche au secours de manière générale. Tu vois, j'ai échangé avec des pompiers aussi. Quand on t'explique que 80% des pompiers en France sont des volontaires, tu dis punaise. Enfin, c'est quand même heureusement qu'on a des gens qui sont intéressés, investis suffisamment et passionnés par ce qu'ils font pour avoir un système qui tourne, parce que sinon, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, donc les équipages d'hélicoptères finalement assez mixtes d'un point de vue unité, enfin qui se retrouvent dans la machine, c'est pas forcément que des gens du PGHM, donc ultra intéressant. Donc tu disais quand t'es affecté au début, t'arrives, t'as finalement toutes les connaissances, tout ce qu'il faut pour tout de suite partir en mission. Tu pars, alors tu disais, j'avais jamais entendu le terme, c'est un chef de caravane, c'est ça? Ouais. Ok, caravane dans le sens parce qu'avant on partait à pied en montagne, donc c'était une caravane de secouristes, c'est ça ou? Ouais, c'est ça. En fait, on part pas tout le temps déjà en hélico. Faut bien le souligner, quoi. Quand la météo le fait pas ou non, on part pas en hélico. Du coup, on part à pied, hein. Et du coup, ça met plus de temps et on part avec beaucoup plus de monde. Ouais. Il y a combien de parce que là un hélico tu disais c'est globalement 2 secouristes du PGHM, une caravane à pied, vous partez à combien? Ça dépend du secours, hein. On peut partir à 2, hein, parce que des fois c'est juste quelqu'un qui s'est fait une cheville juste au-dessus, t'as juste une perche à prendre et du coup tu la fais rouler avec la roue, mais du coup tu pars qu'à 2. Mais généralement si c'est vraiment en haute montagne, tu pars au moins à 4 personnes et puis après il y a 2 autres ou 4 autres personnes qui suivent derrière, quoi. Ah waouh, ah ouais. Attends, et je te dis ça, c'est à Chamonix, hein, parce que tu peux pas te permettre de faire ça dans toutes les unités. Ouais. Mais à Chamonix, on est à peu près 40 secouristes. Du coup, on a forcément du monde derrière et on peut facilement alimenter du monde. Excellent. Ouais. Excellent. Quand tu arrives du coup, jeune membre, donc il y a 6 ans tu disais 6 ans maintenant, ouais. Ce que tu découvres, ça correspond à ce que tu avais imaginé, un peu, tu vois, au projet un peu rêvé de pouvoir allier escalade, haute montagne, secourisme, gendarmerie? Alors,
J'ai essayé d'y penser avant de faire l'enregistrement et c'est vrai que en fait quand tu te lances dans un tel projet, moi j'avais un peu la tête dans le guidon et je me Ouais. suis jamais vraiment projeté. Je me suis dit bah ouais c'est ce que je vais faire parce que je veux vraiment vivre de ma passion et voilà quoi. Et du coup au fur et à mesure tu te formes et tout. Mais je me suis jamais dit que j'allais vraiment faire ça et du coup j'étais pas mécontent quoi. J'étais pas surpris. J'ai juste Tu apprécié. déroules, quoi. Voilà, ça déroule quoi. Non voilà, Excellent. c'est naturel quoi. Ouais. Mais c'est génial quoi. Et tu peux pas faire mieux quoi. À Chamonix, c'est intense. Les vols ils sont magnifiques. Non, c'est génial quoi. Tu t'en lasses au bout d'un moment de l'environnement dans lequel tu évolues ou pas? Non. Non. Non, en vrai, on est tous des gosses, hein. Franchement, non, 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 tu peux pas t'en lasser, hein. La beauté du massif, c'est incroyable, hein. Et où que tu sois, hein. Il n'y a pas que Chamonix, hein. Il y a vraiment, dans toute la France, tous les massifs, survoler les montagnes, c'est incroyable, hein. Ouais. Et il n'y a pas que les secouristes, hein. Les pilotes, c'est pareil, hein. Ils sont amoureux de la montagne et ils adorent ça et c'est génial. Ah, trop bien. Tu parlais de l'intensité. Par curiosité, il y a des saisons plus intenses que d'autres parce que l'été, il y a quand même vachement de monde aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, l'été, c'est vraiment la grosse saison où Ah, il c'est se la grosse passe saison. Ok. Ouais. beaucoup de choses. Après, il y a aussi sur des petites saisons où c'est très calme. Par exemple, en automne, et ça peut être très calme. Et puis d'un coup, tu as un gros secours et qui te demande vraiment beaucoup de temps. Bah, tu vois, généralement, les grosses caravanes, c'est plutôt en automne que ça se passe. Parce que Et, mauvais temps pour l'hélico. ouais, des fois c'est le mauvais temps et du coup bah sur une seule journée de mauvais temps bah il peut y avoir un petit truc et puis au final ça fait un gros secours, un secours marquant de la saison, tu vois. Alors que dans l'été t'as pas mal d'accidents mais généralement t'arrives à bien voler en hélico, du coup les secours tu les oublies un peu plus quoi. Mm-hmm. Et sinon c'est par période de fun aussi au Mont Blanc. L'été avec le Mont Blanc là il peut y avoir beaucoup de caravanes terrestres et tu vois comme c'est ce que je te dis à chaque fois les secours marquants c'est vraiment les caravanes terrestres, tu vois. Les caravanes ça marque et puis parce que ça prend beaucoup de temps, tu es en équipe, tu te poses plein de questions, comment tu vas faire comment pour évacuer la victime et tout, c'est super intense pour tout le monde quoi, que ce soit au bureau qui prend l'alerte, qui gère qui gère l'emploi des moyens et puis sur le terrain c'est vraiment beaucoup de problématiques quoi. Alors, j'aurais des questions du coup sur peut-être une ou deux anecdotes de caravanes qui t'ont marqué, mais avant ça, si on fait un peu le déroulé, je suis en montagne, je me fais une cheville, je me fais tu vois, un truc peut-être plus grave, fracture ouverte ou quoi. J'appelle quoi? J'appelle le 112. Alors HM, la plupart des gens ont le numéro direct du PGHM. Ok. Nous, c'est nous qui régulons les secours à notre bureau. Du coup, on a un enregistreur et ce qui nous permet de prendre tous les appels. Et sinon, sinon, t'appelles le 18, Ok. le CODIS, les pompiers. Et ensuite, ils nous transfèrent l'appel et c'est nous qui régulons. Et Et donc, quand tu dis réguler, c'est quoi? C'est que vous prenez les infos avant de décider qui vous oui, affectez, voilà. etc. C'est ça? Ok. Bah, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que c'est vraiment sur notre territoire, voilà quoi, quel moyen utiliser, si on va par à pied, si on part en hélico, et voilà. Et ok. Et généralement, par rapport à ce que les gens vous donnent comme info et ce que vous trouvez quand vous arrivez, peut-être par rapport à la gravité notamment, est-ce que les gens, et peut-être notamment les gens qui s'autodiagnostiquent, tu vois, qui sont solo ou qui sont tous dans une galère en même temps, est-ce qu'ils arrivent à bien faire un état des lieux ou on a tendance à surévaluer la gravité? Bah après c'est notre travail de poser les bonnes questions aussi, hein. Ouais. Donc si au bureau on pose les bonnes questions, on arrive quand même à donner une bonne alerte aux secouristes qui vont qui vont intervenir sur place. Ok. Mais c'est vrai que des fois on est surpris quoi. Des fois on s'attend à un truc banal qui n'en est pas du tout. Ah, dans ce sens, surpris. D'accord. Ah ouais. Ouais. Oui, oui. Donc il n'y a pas de petits secours comme on a l'habitude de dire. Ok. Ouais. Voilà.
Sur les caravanes, tu disais que c'est clairement ce qui marque peut-être plus que les sorties en hélico. T'as un ou deux exemples peut-être à nous partager de caravanes comme ça qui sont restées gravées? Moi, personnellement, j'ai pas fait de caravane marquante, mais par contre, j'en ai régulé. La toute première, par exemple, c'est, comme je te disais, en automne, euh, une cordée qui tombe en face sud des droites. C'était des Espagnols, il me semble. Et quand ils m'appellent, ils me disent, ouais, déjà, j'ai pu comprendre ça, c'était bien, qu'ils étaient en face sud des droites. Et ensuite, qu'il y avait quelqu'un qui était tombé, de je sais combien de mètres, et le gars, il était au relais, et son pote, il le voyait pas, du coup. Et il restait 2%. Et après, ça a coupé. Voilà. Ah ouais. Et là, tu te dis, oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Attends, est-ce que j'ai bien entendu? Et ils étaient dans le mauvais temps. On pouvait pas voler, en tout cas pas voler très très haut. Et du coup, là, il a fallu engager les gars, quoi. Et du coup, ils sont partis. Ils ont réussi avec l'hélico à les déposer le plus haut possible, mais ils ont fini à pied et ça a mis toute la nuit. Du coup, au final, c'était un gars qui était tombé de peut-être 100 mètres sur le dernier relais. Du dernier relais, le relais il a pété. Et du coup, le gars il est tombé dans la pente de neige, fracture des deux jambes, il pouvait pas bouger, il était mal en point. Et puis le dernier, il était sur son relais au-dessus, bloqué, impossible de descendre parce que la corde elle était en bas. Et du coup, les gars, ils ont dû gérer la victime en bas, aller chercher le gars au-dessus, et puis impossible de se faire récupérer. Du coup, ils ont passé la nuit dans un shelter, c'est un petit un abri de fortune, quoi. Et voilà, quoi. Du coup, ça c'est marquant comme secours parce que tu passes la nuit dehors, et c'est pas anodin. Et puis au bureau, toi, tu te dis, bah putain, tu laisses du monde. Tu laisses du monde dans la montagne la nuit, c'est pas non plus Ouais. agréable, quoi. Ouais. Voilà, donc ça c'est un secours, c'est marquant, quoi. C'est marquant pour tout le monde. J'avais posé la question à Fred de mémoire et à Pascal quasiment sûr. Il y a des gens à qui vous portez assistance qui reviennent vous voir après pour vous remercier, pour vous débriefer un peu de où est-ce qu'ils en sont? Ouais, bien sûr. Alors moi j'ai fait un secours très marquant. Bon, ça sera le secours de ma vie, je pense. En 6 ans, j'ai déjà fait le secours de ma vie. Non, mais en fait, c'était un hiver, un CRS, maître de chien. Tu vois, tous les ans, il y a les maîtres de chiens qui viennent se recycler à Chamonix pour se recycler là avec leurs chiens. Et sur un week-end, il va skier avec un collègue et il tombe dans un ruisseau. En fait, il saute un ruisseau de neige, mais en fait sous l'eau il y avait la eau qui coulait, tu vois. Et le pont il a cédé, il s'est retrouvé dans l'eau. Et en fait, à l'alerte, nous on était dans l'hélico, on revenait de l'hôpital, on venait de déposer une victime et on nous passe l'alerte, on nous dit ouais il y a un skieur qui est tombé dans un ruisseau, on le voit pas, le gars le voit pas, il faut aller sur place, quoi. Du coup, là, dans nos têtes, il y avait plusieurs hypothèses. Soit le gars, quand on arrive, il a réussi à ressortir, soit il est parti, il a été emporté par l'eau, on le retrouvera pas, ou soit ça va être très embêtant, c'est un trou et puis il va falloir y aller, quoi. Et du coup, en arrivant, c'était la dernière option. On a juste vu un petit trou au pied du ressaut. Et du coup, mon collègue, mon chef de caravane, il descend. Et puis il me dit, bah ouais, il est au fond, mais c'est la merde, faut que tu descendes. Du coup, on descend et puis là, en fait, on se retrouve impuissant parce qu'on n'avait rien pour le sortir. En fait, il était vraiment la chute, l'eau, ça avait fait un puits de neige-glace. Faut s'imaginer, il était à 3 mètres au fond du trou, dans une vasque d'eau, et il se prenait toute l'eau, toute la cascade d'eau sur lui, tu vois. Et du coup, il était, je sais pas si tu t'imagines, mais en fait, il voyait rien, il entendait rien, et en plus, il se faisait noyer par l'eau, tu vois. Qui devait être à 2 degrés. Ouais, super froide. Voilà. Parce que c'était en plein hiver, moitié février. Oh là là. Du coup, tu perds tu perds tous tes repères et puis le gars, voilà, quoi. C'était impressionnant, quoi.
Et nous, on pouvait rien faire parce que on n'avait pas de quoi, on n'avait pas de treuil pour le remonter ni rien. Du coup, on a appelé une seconde équipe et on leur a demandé, venez avec les combis cagnottes pour qu'on puisse descendre. Et au final, ils arrivent. En fait, ils étaient pas encore équipés. Du coup, on s'est dit, on va perdre trop de temps. Et alors, on a fixé la corde. Je suis descendu. J'ai mis ma Gore-Tex. Je suis descendu. Je lui ai mis une sangle autour de lui. Et puis, ils m'ont remonté avec le treuil. Et le gars, il sortait en arrêt cardiaque. Il était en arrêt cardiaque déjà. Ouais, il est en arrêt. Et en fait, du coup, on l'a massé directement, forcément. Et puis, on est parti directement à l'hôpital. Et en fait, tout a suivi. C'était vraiment un secours où tout a déroulé. Parce qu'en plus, notre médecin nous avait bien préparé dans la machine. Nous avait dit, bon, voilà, le gars, si vous le trouvez, il va être hypotherme. Et en fait, l'hypothermie peut le sauver. Il va tomber en arrêt et ça va le conserver, en fait. Le froid va conserver son cœur. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. En plus d'être hypotherme, il a été un peu noyé, mais ils ont réussi à enlever l'eau des poumons. Mais du coup, l'hypothermie a conservé son cœur et du coup, en le massant et tout. Ensuite, il a été amené à Annecy et puis ils ont fait recirculer son sang et il a repris connaissance après. Bon, hallucinant. Avec quelques séquelles, mais il a été sauvé, tu vois. Et du coup, là, tu te dis, le secours, au final, si on revient sur le secours, on a fait un secours de dingue. On a sauvé vraiment une vie, quoi. Ouais. Voilà. Waouh. Et ça, et du coup, pour revenir au début, donc ce monsieur là, tous les ans, je reçois un petit message pour toujours me remercier et pour me donner des nouvelles, tu vois. Bon, c'est extrême, hein, comme secours, c'est comme je te dis, c'est extrême. Mais il y a plein de petits secours où les gens ils nous reviennent le lendemain et en nous donnant des petits chocolats, des bières pour nous remercier. Et puis, voilà. Mais là c'est vraiment un sport qui m'a marqué. Et ouais, je trouve ça sympa d'avoir des nouvelles tous les ans, quoi. Ouais, c'est clair. Mais waouh, ok. Punaise. Oui, enfin, tu dis secours extrême, mais en même temps, oui, j'imagine que c'est pas sur les 1200 sorties qu'on évoquait un peu plus tôt, c'est pas ça tout le temps, mais il n'empêche que vous, votre taf, je suppose, c'est d'être prêt, surtout pour les situations extrêmes, non ? Parce que la cheville à 200 mètres au-dessus de Chamonix, bon, ça, vous gérez, quoi. C'est... oui, faut être prêt. Et puis c'est assez particulier parce que en fait, c'est un métier d'attente quand même. Le PGHM, ouais. C'est comme les pompiers, tu vois. T'es dans ton canapé, tu regardes la télé, et puis là, d'un claquement de doigts, t'es envoyé à 3000, à 4000 en pleine montagne. Il faut savoir switcher du mode tranquille à faut que je sois présent, quoi. Ouais, et puis faut quand même, enfin c'est peut-être pas le bon terme, mais j'allais dire de la créativité, en tout cas de la débrouillardise, tu vois. Parce que je sais pas, par exemple ton secours là, le secours que tu viens d'évoquer, je suppose que ce cas de figure précis, on vous apprend pas forcément dans vos stages, etc. exactement ce scénario, tu vois. L'hiver, le gars qui finit 3 mètres sous la neige, bloqué dans de l'eau, en hypotherme. Il y a jamais exactement ce qu'on vous apprend en cours, j'imagine. Donc il y a aussi beaucoup d'improvisation. Oui, voilà, c'est ça. Mais chaque secours est différent. Mais au final, t'as les grands classiques. Non, c'est pas les grands classiques, mais en fait, t'as des schémas et t'arrives à prendre plusieurs schémas et à les regrouper et ensuite tu t'en sors, quoi. Ok. Avant qu'on fasse l'épisode, t'as clarifié un point sur le secourisme. C'est quoi la nuance ? Le secours, c'est le secours, c'est un terme général en fait qui dit que tu vas porter secours à quelqu'un, tu vas aider quelqu'un qui est dans une situation en difficulté, qui peut être perdu en montagne par exemple, voilà, qui va bien physiquement mais qui est perdu, quoi. Qui est perdu, qui est bloqué, voilà, mais qui est pas blessé. Par contre, une personne qui est blessée, tu vas lui apporter les premiers soins. Tu vois, et là c'est du secourisme. S'il saigne, tu vas lui mettre un bandage, tu vas stopper le saignement. S'il est blessé, s'il a une fracture de la cheville, tu vas lui immobiliser la cheville. Donc là c'est des actes de secourisme. Ok. Voilà. Ok. Et dans le secours, tu peux faire du secourisme. Ok. Voilà. D'un point de vue secourisme, est-ce qu'il y a des interventions qui sont ultra impressionnante, mais enfin je veux dire, est-ce que la notion de, tu vois, très impressionnant,
ça saigne, c'est ouvert, etc. Est-ce que c'est forcément lié à la gravité de la chose ou pas? Et c'est pas trop une question voyeuriste, c'est plus une question, tu vois, est-ce que c'est un peu lié à la question que je te posais plus tôt, est-ce que les gens sont capables, quand ils sont eux-mêmes victimes, de se faire une sorte de self-check objectif ou pas? Moi, j'ai souvent entendu dire, par exemple, que quand les gens crient, en fait, c'est que c'est pas très grave parce qu'ils sont encore en capacité de capter la douleur, de s'exprimer, etc. Et qu'il faut plutôt s'inquiéter quand il y a un accident et que les gens ne parlent plus, ne disent plus rien, quoi. Par exemple, tu vois. Ouais, quand c'est cassé, ça se voit, tu les entends. C'est pas forcément ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est vraiment quand les personnes tu les sens qui se dégradent ou qui sont faibles. Là que tu te dis bon, là faut être là faut mettre du rythme. Faut qu'on soit vraiment avec le médecin, faut qu'on soit vraiment connecté et faut qu'on fasse les bons gestes, tu vois. C'est là où il y a le plus d'adrénaline. Après, quand c'est cassé. Bon ok, c'est simple, hein, t'immobilises, le médecin il met des antalgies et ça va. Le plus impressionnant, c'est quand tu fais des intubations ou que tu vois que le gars, dès que tu commences à masser, là l'adrénaline elle vient là. Ouais. Ouais, c'est ça le plus dur, je pense. Comment tu arrives dans cette situation où tu as l'adrénaline qui monte, etc., et que tu réalises que ça devient potentiellement très sérieux? Comment tu arrives, toi, à rester dans ta bulle, à faire en sorte, enfin, toi et tous les autres d'ailleurs, hein, parce que c'est le cas pour tout le monde, mais comment vous gérez cette montée en pression, sachant que tu as potentiellement des vies humaines en jeu à l'autre bout, donc c'est compliqué de faire plus stressant, je suppose. Je sais pas trop comment répondre à cette question, mais pour moi, je me dis qu'on est une équipe et on a confiance dans les uns et les autres, tu vois. Ouais. Et on sait qu'on va. Déjà, on connaît chacun la procédure et on sait là où on va, quoi. Donc, dans tous les cas, je sais que ça va bien se passer. Je sais ce qu'il faut faire. Mes collègues savent ce qu'il faut faire. Donc, on avance ensemble et voilà. Et ça me rassure. Ça me rassure d'être sur le schéma, tu vois. Ouais. Et ça, t'es arrivé à l'avoir, cette confiance, même au tout début sur tes premières missions? Non, mais après, j'ai pas forcément... Après, j'ai pas forcément été confronté à des trucs importants dès le début, donc par chance, hein. Ouais, non, c'est vrai que ça vient avec l'expérience, hein, c'est sûr. Oui, ouais. Ça vient avec l'expérience. Et puis t'es tout le temps, quand même tout le temps dérouté, hein. C'est jamais la routine. Ouais. C'est pour ça que je te pose la question, parce que tu vois, c'est quand même, il y a cette notion de stage permanent. Je suppose que vous êtes constamment en train d'apprendre les derniers gestes, le dernier matos, recycler vos connaissances, tu vois, apprendre des schémas. Et puis de l'autre, finalement, la routine, il y en a pas vraiment, parce que personne n'est, quand tu portes secours ou qu'il faut faire du secourisme, c'est jamais exactement les mêmes scénarios à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je me pose cette question, tu vois, comment tu arrives à rester, tu vois, focus, concentré. Mais bon, de ce que je comprends, c'est que finalement, tu t'appuies sur le groupe, quoi. T'es jamais tout seul à gérer un truc compliqué. T'es presque jamais tout seul, mais c'est vrai qu'il faut toujours, tu peux pas te reposer sur tes lauriers, quoi. Tu peux pas te cacher, quoi. Il faut être présent, ouais. Et puis surtout à Cham, ouais, c'est intense, et puis on attend que tu sois au top, quoi. T'as pas droit de reposer non plus sur tes collègues. Il va faire là, aujourd'hui c'est lui qui fait tout. Non, non, ça se passe pas comme ça, hein. Ça c'est pas comme ça, non. Et, du coup, ça nous fait une super transition. L'escalade et le fait d'être guide, tout ça, finalement, c'est un super mariage aussi, non? Parce que le fait, je suppose que tu grimpes dans le secteur de Chamonix aussi? Ouais. Donc, d'un point de vue connaissance du massif, technique, etc., ça doit être idéal pour rester finalement, comme tu dis, au top, quoi. Alors, Chamonix, c'est trop bien pour la montagne, hein. C'est vraiment la mecque de l'alpinisme et tout. Par contre, pour être précis, pour l'escalade, c'est pas non plus le paradis, hein.
Ok. Non, pour vraiment les amoureux de la falaise, juste la falaise, ouais, c'est pas la Haute-Savoie, c'est pas non plus les plus beaux secteurs, mais après, pour un passionné, c'est quand même très bien. Mais mais oui, le massif, c'est incroyable, le granit et la montagne, c'est vraiment le paradis pour tout alpiniste. Ouais. Ouais. Et du coup, sur ton temps libre, c'est quoi? C'est principalement escalade, alpi, un mix des deux, ou t'as une dominante? Alors ma dominante, c'est quand même la grimpe. Ouais. J'adore, je grimpe toute l'année, et je fais jamais de break vraiment. Donc voilà, je grimpe beaucoup, même l'hiver. L'hiver, je m'entraîne énormément et je fais 1 ou 2 projets en falaise, et ce qui me permet d'ensuite au printemps enquiller sur les grandes voies, et ensuite l'été en montagne. En montagne. Et alors là, je te pose des questions en étant pas du tout un connaisseur de l'univers de l'escalade, mais un type d'escalade que tu préfères. Là, ça fait plusieurs fois que tu évoques les grandes voies. C'est plutôt ce genre d'escalade, tu vois, beaucoup plus long, beaucoup plus, peut-être pas ultra technique, mais de ce que je comprends, beaucoup plus long et exigeant. C'est ça plutôt que tu préfères? Ouais, alors avant, j'avais pas vraiment de préférence, mais au final, ouais, ce que j'aime, c'est vraiment les grandes voies, l'effort long. J'ai fait quelques enchaînements, et les gros, ouais, des grosses journées d'enchaînement, c'est vraiment ce que j'aime. Il y a ça, il y a aussi le fait de dormir dans la paroi et Aïe, aïe, aïe. faire des itinéraires durs sur plusieurs jours. Ça, c'est vraiment le gros kiff, quoi. Parce Ok. que bah, tu perfs, tu fais vraiment de la performance, tu vous travailles des voies. En fait, tu fais de la falaise, mais en hauteur, quoi. Donc, c'est génial, quoi. Tu vis la performance et l'aventure. Et ça, j'adore. Voilà. C'est vraiment super, quoi. Grande voie, c'est à partir de. Enfin, c'est très clair, la catégorisation. Tu vois, en ultra trail, on dit, ouais, à moins de 80, 90 km, c'est pas un ultra. Dans l'escalade grande voie, c'est pareil? Non, pas du tout. Non, grande voie, ça veut dire minimum de longueur. En Minimum fait, de longueur, y ok. a pas de notion de hauteur. C'est surtout, bah, c'est soit l'escalade d'une longueur, soit de plusieurs. Donc à partir de 2, quoi. Ouais, ok. Et ok. Et puis dormir. Ok. Tu pars avec combien de matos quand tu t'es sur plusieurs jours comme ça, qu'il faut dormir au milieu de la voie, se ravitailler et compagnie, ça fait combien de poids, ça? Ah bah ça à 2 poids. Bah alors là, c'est beaucoup. Hein. Tu pars au moins. Bah, déjà, ça dépend de l'itinéraire. Déjà de où tu dors. Parce que si t'as des vires, si t'as des zones de bivouac, bah tu pars pas avec le portaledge. Et Ouais. si c'est vraiment vertical, comme dans le Verdon, par exemple, et ben là, tu pars avec un portaledge. Un portaledge, c'est une petite plateforme en tissu avec des rails en fer, tu vois, qui te permettent de dormir à l'horizontale, Ouais. en pleine paroi, quoi, verticale. Bonheur. Et ça, c'est le bonheur parce que C'est vrai. t'es au-dessus du vide, et tu t'en prends plein la vue, au coucher de soleil, au lever du soleil, et la nuit, tu te réveilles là, t'as les étoiles au-dessus de toi, t'es dans le vide, c'est génial. Ouais, en tout cas, pour un non-expert, c'est ultra impressionnant. J'avais fait un épisode avec Julia Vira, qui est guide de haute montagne aussi, qui maintenant est navigatrice accessoirement, et on avait parlé de son ascension de El Capitan, Ah et bah je ouais, crois qu'elle avait mis 13 jours de mémoire. incroyable, trop bien. Ouais, hallucinant. Et du coup, bah, on parlait notamment de ça, tu vois, de comment elle se débrouillait avec le matos, parce que du coup elle était complètement toute seule, donc monter tout le matos, installer le camp, le lendemain rebelote, Ah bah oui, c'était parce que quand tu fais ce genre de projet, déjà, bah, t'as pas que la grimpe qui compte, quoi. Il faut savoir gérer ton matos. Parce que ouais, tu dois grimper, tu dois hisser ton sac, tu dois savoir installer ton portaledge pour dormir, tu dois savoir faire ta bouffe, t'as tout plein de choses à gérer, quoi. du Donc coup, c'est pas que de la grimpe, c'est vraiment aussi ouais, la gestion de tout le reste. du coup, alors là peut-être que c'est un poil trop technique ou précis, mais par rapport à ce qu'on voit, tu vois, des gens qui montent
finalement, pas forcément que les gens qui font du free solo, mais qui montent relativement léger d'une traite. C'est quoi la différence de vitesse? Parce que Julia, tu vois, finalement, elle est capitaine, ça fait pas non plus des kilomètres de haut, mais elle a mis 13 jours. Quand tu pars. Ça fait quand même 1000 mètres au moins, il me semble. Ouais. Entre 900 et 1000 mètres. Donc, ouais, mais voilà, tu vois, en 13 jours, c'est énorme. C'est absolument monstrueux. Hein, mais tu pourrais dire pour quelqu'un qui connaît pas, tu dis, ah ouais, ben, enfin, 13 jours, c'est pas. Enfin, ça, par rapport à des temps d'escalade, quand on n'est pas sur la grande voie, tu pourrais dire la différence est monstrueuse. Mais en fait, je suppose c'est par rapport à ce que tu viens d'expliquer qu'il y a énormément de gestion de matériel, technique, etc. Et que c'est pas juste tu grimpes et puis voilà, et ça se fait facilement. Ouais, après ça dépend aussi déjà ça dépend du niveau. Du niveau du grimpeur, ça dépend du niveau de la difficulté de la voie, parce que si tu grimpes par exemple une voie en CISA de 500 mètres, bah, tu la fais à la journée, mais par contre si tu fais une voie de 500 mètres avec plusieurs longueurs en 8A et que tu veux la libérer, que tu veux enchaîner les longueurs, ça se travaille et forcément ça prend plus de temps. En fait, c'est une question de stratégie aussi et de ta volonté. Est-ce que tu veux faire la voie en une journée et tu traces, et si t'enchaînes pas, bah c'est pas grave, tu continues, ou est-ce que tu veux prendre le temps d'enchaîner toutes les longueurs et du coup sortir après avoir enchaîné la longueur, après avoir enchaîné toute la voie. En fait, ça dépend de ce que c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut, quoi. Ouais. C'est son ascension. C'est quoi, toi, ton ascension à toi dont tu gardes le meilleur souvenir pour le moment? Bah, moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est ma première aventure en porte-à-lège, du coup. Ça s'appelle la voie, c'était Biographies dans les Fises. Ok. Et c'est une voie de 300 mètres à peu près, avec une longueur en 8A et 4 ou 5 longueurs en 7C, 7C+. Et du coup, il a fallu faire ça, en fait. Ça s'appelle une ascension en one push. Bah, moi, c'est ce que je voulais faire. En one push, et ça veut dire, bah, tu pars du bas et tu montes au fur et à mesure jusqu'à sortir et enchaîner toutes les longueurs. Du coup, on faisait longueur par longueur et puis on avançait à notre rythme et on a mis 3 jours, quoi. Waouh. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment génial parce qu'en fait, parce que sinon tu pouvais faire cette voie par exemple en plusieurs jours, mais tu montes dans la voie, tu travailles les longueurs, tu redescends, tu te reposes et puis ensuite, une fois que t'as repéré toutes les longueurs et que t'es bien calé, et ben tu l'as fait d'une traite, mais après plusieurs jours de travail. Ouais. Tu vois? Ok. C'est une autre façon de faire. Et cette voie, elle est où? Elle est du côté du lac d'Anterne, c'est ça? De ce côté-là des Fises? Ouais, exactement. Ok. C'est en face est, là, c'est une super paroi où il y a plein de belles voies vraiment incroyables et pas très parcourues parce que elles sont assez loin. Il y a beaucoup d'approches. C'est un peu expo le pied là et puis c'est assez soutenu comme niveau aussi. Ouais. Ok. Ok. Bah, je te demandais parce que on a fait le tour des Fises avec ma fille qui avait 3 ans et demi à ce moment-là en refuge et tout. C'était très sympa. Et on était passé, et en passant du coup, au niveau du lac d'Anterne et tout, c'est vrai qu'elles sont ultra. On était passé le matin, donc tout ce coin-là du massif était en plein soleil. Et de loin, je pensais pas qu'on grimpait là-dedans. C'est assez vertical quand même. C'est assez impressionnant à voir. Ouais. Ah ouais, ils sont bien verticales, ouais. Ouais. Bah, tu vois, c'est exactement comme le Verdon, mais il y a pas l'eau au pied, quoi. Ouais. Non, mais sinon, la beauté de cette falaise, c'est vraiment exactement pareil que le Verdon. Ok. C'est exactement pareil. Avec la vue en plus, non? Parce que le Verdon, t'es tout de suite un peu encaissé, non? Ouais, avec la vue sur le Mont Blanc tout le long, ouais. Ouais. Oh là là, ouais, la vue sur le massif, la vue est vraiment très belle. Hein. Ouais, c'est vraiment un coin que j'adore. Ouais. Et est-ce que tu as modifié un peu ta manière de grimper depuis que tu es au PGHM et que tu vois, par exemple, peut-être que tu vois des erreurs, des accidents qui auraient pu être évités du fait de peut-être un choix de technique, un choix de matériel, un choix de fenêtre météo, etc. Est-ce que toi, ça a eu un impact sur la manière dont tu grimpes? Non, pas vraiment. Pas sur la grimpe. Après, sur l'alpinisme, peut-être, mais pas sur la grimpe, non.
Ok. Non, par contre, je grimpe d'une intensité différente. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que maintenant j'ai passé le guide, du coup j'ai plus pas d'obligation, mais d'aller autant en montagne. Du coup, je peux privilégier la grimpe et me consacrer davantage à la grimpe et de m'entraîner plus spécifiquement à la grimpe pour mes projets perso, quoi. Ok. Vu que le guide, je l'ai, c'est bon. Ouais, c'est fait. Tac, coché. Ouais, c'est ça. Excellent. Excellent. Et en parlant de projets perso, tu travailles déjà sur des grosses aventures à venir là? Ouais, j'en parlerai pas parce que j'ai pas envie de me porter malheur, Ah mais ah. C'est un choix. Il y a mais des gens qui disent je préfère en parler comme ça, c'est ancré, j'ai plus le choix, j'y vais. Mais ok, très non, bien. non, 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 mais oui, j'ai des projets dans le massif. Ok. J'ai deux projets et j'espère en faire au moins un dans l'été. Ça sera pas mal. Et ouais, j'ai un bon projet d'enchaînement dans l'été là. Top. Trop Voilà. bien. Excellent. Et côté PGHM, aujourd'hui, tu es toujours. Alors, je suis désolé, le terme c'était équipier membre, c'est ça? Ouais, Quand t'as- équipier, Ouais, ouais, c'est ça. équipier membre, ok. Et c'est quoi le parcours entre guillemets classique, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de classiques dans ce type d'unité, mais les gens restent. Tu passes rapidement chef de caravane, tu fais d'autres choses, ça se structure comment habituellement? Tu demandes le parcours pour devenir équipier? Non, pour une fois que tu es équipier, Ah, une enfin là, fois. toi typiquement, Ok. est-ce que tu vois, c'est quoi la carrière entre guillemets classique s'il y en a une au PGHM en termes d'évolution, etc. Bah en fait, c'est en fonction de est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui prétend aller au chef de caravane ou non. Ok, Voilà. Parce qu'avant le chef de la fonction, elle est avec le grade et du coup tu pouvais pas prétendre aller au stage directement. Mais c'est en train de changer. Mais en gros, au bout de 5 ans de membre, tu peux aller au chef de caravane. Voilà. d'accord. Là, Ok, ce qu'il faut retenir, c'est que au bout de 5-6 ans, tu peux aller au chef de caravane. ok. Et donc chef de caravane, c'est globalement la même chose que équipier et membre. Simplement, tu as la responsabilité d'au moins un homme en plus, c'est ça? Ah non, c'est pas du tout pareil quand C'est même, pas du hein. tout Enfin, pareil. Ah ouais. si tu fais le même métier, mais c'est intense, hein, parce que là t'es vraiment responsable du secours et c'est toi qui gères tout, hein. Tu Niveau intellectuel, ça s'accélère quoi. Ok, ouais, parce que toutes les décisions finalement sont prises par toi. Ouais. Ok, Oui, ok. sur le terrain, c'est vraiment toi qui gères tout, quoi. Tu coordonnes tout avec le bureau, avec l'hélico. C'est toi qui prends toutes les décisions. Bah, c'est toi qui prends les décisions. Et voilà. Après, tu te concertes avec le membre. Hein. Je dis pas que le membre il fait rien, Ouais. pas du tout. Hein. Mais c'est quand même le chef de caravane qui prend les décisions et c'est lui qui a la responsabilité. Donc c'est pas pareil quand même. Ok, ouais. Et du coup, pour prendre une analogie maritime, on va dire, le chef de caravane, en fait, dans la machine, dans l'hélico, enfin, on parle de l'hélico, mais même à pied, c'est le capitaine, c'est ça? Toutes les décisions, c'est lui, Non, non? non, c'est le chef de bord, c'est quand même le pilote parce que D'accord, ok. c'est lui qui, voilà. Mais par contre, il y a quand même une discussion à bord tous ensemble. Ok, C'est vraiment en communion qu'on prend la décision. Mais celui qui prend la décision au dernier, c'est quand même le pilote. ouais, Si le chef de caravane il dit bah moi je vais te poser à cet endroit-là et que le pilote il te dit non, bah c'est non parce qu'il peut pas. ok, ouais, ok. Voilà. Ah là là. Ça doit être une intensité. Je pense pour des gens comme moi, tu vois, civils qui sont pas du tout dans le milieu, même sans être dans le milieu, je trouve que ce qui ressort ce qui est assez facilement compréhensible, c'est l'intensité de la chose, tu vois, et le fait que finalement, j'ai l'impression quand on parle qu'il y a énormément de décisions avec potentiellement énormément de conséquences à prendre assez rapidement et en plus en concertation. Donc, c'est ultra Bah, impressionnant. ouais, et puis, bah, rien n'est anodin au final. Hein. Ouais, ouais. Et puis moi, tu vois, je suis pas encore chef de caravane. J'y vais cet automne là. C'est un stage de 3 semaines. Et du coup, pour me préparer, je passe en chef de caravane. Je demande à chaque fois à mes collègues si je peux faire le chef de caravane sur mes secours là. Et du Ouais. coup, c'est pas du tout pareil. Hein. Ouais. Ah non, c'est vraiment une gymnastique. C'est vraiment une grosse gymnastique. Hein.
Et du coup, tu te dis, mais en fait, chaque petite décision, au final, ça demande une réflexion quand même. Et t'as pas cette notion-là quand t'es membre. Ouais. Quand t'es membre, tu le vois tu le vois prendre ses décisions, mais au final, tu vois pas tout le cheminement qu'il a fait avant pour te dire, ah, il a pris cette décision-là. Et maintenant que j'y suis à sa place, tu vois, bah là, je me rends compte. Bon, voilà, c'est ultra intéressant. Ouais. Excellent. Bah écoute Olivier, un grand merci pour ces partages. C'était vraiment passionnant, que ce soit d'un point de vue secours et secourisme. Voilà, maintenant que j'ai bien intégré la différence, escalade, le mariage des deux. Vraiment merci de nous en avoir dit un peu plus sur ton univers et ton parcours. Est-ce qu'il y a peut-être un mot de la fin, un dernier message que tu voudrais faire passer? Vivez de votre passion et voilà. Si vous avez l'opportunité de vivre vos passions, n'hésitez pas. Très beau message, ouais. Bah, écoute, t'en es clairement l'illustration, donc merci une fois de plus. Et s'il y a des gens qui veulent te suivre, potentiellement échanger sur les réseaux, t'es présent, on peut te contacter? Ah oui, me contacter, il n'y a pas de problème, hein, sur Instagram ou Facebook. Top. Ouais. Oui. Nickel. Bah voilà, les liens sont en description de l'épisode, donc foncez. Merci une fois de plus Olivier, merci à Simalp d'avoir permis du coup cet échange. Et puis bah écoute, très bonne prépa pour ton gros projet de l'été et le stage chef de caravane en automne. Merci beaucoup. À bientôt Olivier. Merci, salut Loïc, salut.